Dans les îles glaciales des Orcades, au-delà des mers sauvages du Nord, un homme portait un nom qui glaçait le sang des guerriers les plus aguerris. Thorfinn Tête Fendue. Ce surnom n'était pas une métaphore poétique ni une simple référence mythologique. Il évoquait quelque chose de bien plus viscéral, de bien plus terrifiant. Mais avant de comprendre comment ce Jarl est devenu l'une des figures les plus redoutées de l'ère viking, il faut remonter à ses origines, car l'histoire de Thorfinn commence avec celle de son père, Thorf Einar, un homme qui a changé le destin des îles Orcades à jamais. Thorf Einar était le fils illégitime du Jarl Ronvald Eysteins de Möre en Norvège. Sa mère était une esclave, ce qui dans la société viking strictement hiérarchisée le plaçait au plus bas de l'échelle sociale, malgré son sang noble paternel. Pire encore, Einar était borgne et considéré comme physiquement disgracieux. Quand ses demi-frères légitimes ont échoué à contrôler les îles Orcades face aux raids danois incessants, Rognvald n'avait guère d'espoir en ce fils bâtard. Il lui donna néanmoins un navire et un équipage, espérant secrètement ne jamais le revoir. Avec le genre de mère que tu as, né esclave des deux côtés de sa famille, tu ne feras pas un grand dirigeant, lui avait-il dit avec mépris. Mais je suis d'accord, plus tôt tu pars et plus tard tu reviens, plus je serai heureux. Ces paroles auraient brisé un homme ordinaire. Elles ont forgé Einar. Arrivé aux Orcades, il a affronté deux seigneurs de guerre danois redoutables, Thorir Treebeard et Kalf Skurvi, qui terrorisaient les îles. Contre toute attente, le fils illégitime et borgne les a vaincus tous les deux. Il s'est établi comme jarl d'un territoire comprenant les Orcades et les Shetland, prouvant que son père avait eu tort de le sous-estimer. Mais la vengeance du destin n'était pas terminée. Deux des fils indisciplinés du roi Harald Fairhair, Halfdan Longlegs et Gudrod the Gleaming, ont assassiné Rognvald en le piégeant dans sa maison qu'ils ont ensuite incendiée. Halfdan a ensuite navigué vers l'ouest pour déloger Einar des Orcades. Le fils borgne, désormais animé par une soif de vengeance, a résisté depuis une base en Caithness sur le continent écossais. Après avoir remporté une bataille navale décisive, Einar a traqué Halfdan qui se cachait sur l'île de North Ronaldsay. La légende raconte qu'Einar a capturé le prince et l'a sacrifié à Odin selon le rituel de l'aigle de sang, une des morts les plus atroces de la mythologie nordique. Les détails historiques sont moins certains, mais ce qui est sûr, c'est que Halfdan a été tué et que cette mort a établi la réputation d'Einar comme un homme à ne jamais provoquer. Le roi Harald lui-même a cherché à venger son fils, mais même lui n'a pas pu déloger Einar. Finalement, Harald a accepté de mettre fin au conflit en échange d'une amende de 60 marks d'or. Einar a proposé de payer la totalité de l'amende si les propriétaires allodiales des îles lui cédèrent leurs terres. Ils ont accepté. Ce moment a marqué le point où les jarls des Orcades sont devenus propriétaires de l'archipel entier, en fief du roi de Norvège. Un fils bâtard, borgne et méprisé, avait transformé sa honte en dynastie. Thorf Einar tirait son surnom de Turf, ou Tourbe non pas, comme le prétendaient à tort les sagas, parce qu'il avait introduit la pratique de brûler de la tourbe dans les îles où le bois était rare. Cette pratique existait bien avant les Nordiques. La véritable raison reste mystérieuse, mais certains historiens suggèrent que le nom provenait du fait qu'Einar avait confisqué les droits communaux des insulaires, les forçant à abandonner la coupe du bois pour l'extraction de tourbe. Qu'importe l'origine exacte, Thorf Einar a régné pendant des décennies, établissant une dynastie qui contrôlerait les îles Orcades jusqu'en 1470. Il est mort de maladie dans son lit, laissant 3 fils, Arnkell, Erlend et Thorfinn. Thorfinn était le plus jeune des 3 frères, né vers 890 dans un monde de violence et de conquête. Les îles Orcades n'étaient pas simplement un territoire lointain et froid. Elles représentaient un carrefour stratégique crucial entre la Norvège, l'Écosse et l'Irlande. Celui qui contrôlait ces îles contrôlait les routes maritimes, le commerce, et avait une base idéale pour lancer des raids dans toutes les directions. Les 3 frères ont initialement gouverné conjointement, mais leur règne a été marqué par l'arrivée d'une figure encore plus redoutable qu'eux. En 937, Eric Bloodaxe a débarqué aux Orcades. Eric était le fils favori du roi Harald Fairhair de Norvège, mais il s'était avéré un dirigeant si féroce que ses propres sujets l'avaient déposé en faveur d'un de ses frères, après seulement quelques années de règne. Chassé de Norvège, Eric cherchait une nouvelle base d'opération. Les 3 jeunes fils de Thorf Einar, malgré leur héritage redoutable, n'ont pas fait le poids face à Eric Bloodaxe. Eric a pris le contrôle des îles et a emmené les 3 frères dans ses raids. Au début,
Ils étaient probablement des otages, des garanties de la soumission des Orcades. Mais avec le temps, ils sont devenus ses collaborateurs. C'est pendant cette période, sous la tutelle brutale d'Eric Bloodaxe, que Thorfinn a gagné son terrifiant surnom. Les sagas ne précisent pas exactement comment ni quand, mais une chose est certaine, le surnom Skull Splitter, tête fendue, n'était pas donné à la légère dans la société viking. Certaines légendes racontent qu'enfant, Thorfinn aurait fendu le crâne d'un autre garçon lors d'un jeu et que sa mère en aurait été fière, voyant dans cet acte un signe de force et d'absence de pitié. D'autres suggèrent qu'il a gagné ce nom pendant les raids avec Eric Bloodaxe, où sa hache fendait littéralement les crânes de ses ennemis avec une efficacité terrifiante. Les Vikings avaient un sens de l'ironie particulier dans leur surnom. Il y avait par exemple un Thorfinn le Court, qui était en réalité très grand. Certains historiens ont donc spéculé que notre Thorfinn pourrait avoir été un homme doux qui ne ferait pas de mal à une mouche, et que le surnom était ironique. Mais toutes les preuves historiques suggèrent le contraire. Les événements qui ont suivi ont confirmé que Thorfinn tête fendue méritait amplement son nom redoutable. Eric Bloodaxe n'était pas satisfait des Orcades. Quelques années plus tard, il a pris le contrôle du royaume viking de Jorvik dans le nord de l'Angleterre. L'actuel York, Arnkel et Erland l'ont accompagné. Eric s'est révélé une telle nuisance pour les Anglais qu'ils se sont mobilisés contre lui. En 954, lors de la bataille de Steinmoor, Eric a été vaincu et tué alors qu'il tentait de fuir. Arnkel et Erland sont morts à ses côtés. Seul Thorfinn a survécu. La veuve d'Eric, la redoutable reine Gunhild, est retournée aux Orcades avec ses deux fils. Comme Eric avant elle, elle a trouvé l'archipel trop limité pour ses ambitions. En 955, le roi du Danemark leur a offert son aide pour regagner le pouvoir en Norvège, et ils sont partis. Mais avant de partir, Gunhild a arrangé un mariage stratégique. Sa fille Ragnhild a été donnée en mariage à Arnfinn, le fils de Thorfinn. Cette union était censée solidifier les liens entre les deux familles. En réalité, elle allait déclencher une série de tragédies qui ensanglanteraient les Orcades pendant des décennies. Thorfinn tête fendue régnait maintenant seul sur les Orcades. Il avait environ 45 ans, un âge considérable pour un guerrier viking. Son épouse Grelad lui avait donné 5 fils, Arnfinn, Avar, Lodvir, Liot et Skuli, et au moins 2 filles. Grelad n'était pas n'importe qui. Elle était la fille du Jarl Dungad de Caithness et de Groa, elle-même fille de Thorstein le Rouge. Son lignage celtique était impressionnant, mais plus important encore. Cette connexion donnait aux descendants de Thorfinn des revendications légitimes sur le nord du continent écossais. Le mariage avait été politique autant que personnel, typique de l'époque où les alliances se scellaient dans le sang et par les liens matrimoniaux. Les années qui ont suivi ont été prospères. Thorfinn gouvernait avec une main de fer mais apparemment juste. Les îles connaissaient une période de stabilité relative rare à cette époque tumultueuse. Les troupeaux de moutons se multipliaient pendant les bonnes années. Les récoltes étaient suffisantes et le commerce maritime florissait. Le vieux Jarl au surnom terrifiant semblait avoir trouvé la paix après une vie de violence. Les sagas décrivent cette période comme de bonnes années, bonnes pour le royaume et bonnes pour Thorfinn. Mais la paix dans le monde viking n'était jamais permanente. Vers 963, Thorfinn, tête fendue, est tombé malade. Contrairement à tant d'autres guerriers vikings qui mouraient l'épée à la main, lui est mort paisiblement dans son lit. Il a été enterré au site de Broch à Howe of Oxa sur South Ronaldsay, un lieu qui deviendrait un site de pèlerinage pour sa dynastie. Il avait vécu jusqu'à un âge avancé, ce qui en soi était remarquable pour un homme de son temps et de son tempérament. Sa mort marquait la fin d'une époque de stabilité. Ce qui allait suivre prouverait que le véritable héritage de Thorfinn n'était pas la paix qu'il avait établie, mais le chaos que sa mort allait déclencher. Arnfinn, le fils aîné de Thorfinn, a hérité du titre de Jarl des Orcades comme prévu. À ses côtés se tenait son épouse Ragnhild, la fille d'Eric Bloodaxe et de Gunhild. L'avenir semblait prometteur. Le nouveau Jarl avait la légitimité du sang, l'appui de ses frères et une épouse de lignée royale. Mais Ragnhild était trop la fille de ses parents. Elle avait hérité de la force de son père et de l'ambition impitoyable de sa mère. Les chroniques médiévales l'ont dépeinte comme une manipulatrice sans scrupules, une veuve noire qui utilisait son charme et son intelligence pour manipuler les hommes autour d'elle. Certains historiens modernes ont questionné cette représentation, suggérant que dans une société dominée par les hommes, une femme puissante était automatiquement vue comme dangereuse et manipulatrice.
Peut-être que Ragnhild cherchait simplement à survivre et à exercer un pouvoir réel dans un monde qui ne lui en donnait aucun par droit de naissance. Peut-être qu'elle était réellement une squemeuse impitoyable. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Vers 979, Arnfinn a été assassiné à Mörkl en Kettness. Les circonstances exactes restent floues, mais la saga Orkneyinga affirme que Ragnhild avait orchestré le meurtre de son propre mari. Pourquoi? Peut-être voulait-elle plus de pouvoir qu'Arnfinn ne lui en accordait. Peut-être était-il un mari inadéquat à d'autres égards. Peut-être avait-elle des ambitions politiques que son époux ne partageait pas. Quoi qu'il en soit, Arnfinn était mort et Ragnhild était libre. Elle n'a pas attendu longtemps. Elle a épousé Avar, le frère d'Arnfinn, surnommé Season Prosperous ou Harvest Happy, pour sa capacité à assurer de bonnes récoltes. Avar a pris le trône et a pris la veuve de son frère pour épouse. Les gens suspectaient qu'il avait tué son frère, mais ils n'en étaient pas certains. Et pendant les années de prospérité qui ont suivi, beaucoup ont choisi d'oublier comment exactement Avar était arrivé au pouvoir. Dans un monde où la force faisait le droit et où les successions violentes étaient monnaie courante, peut-être que les gens étaient simplement soulagés d'avoir un dirigeant compétent, peu importe comment il avait obtenu sa couronne. Mais Ragnhild n'était pas satisfaite. Après quelques années de mariage avec Avar, elle a commencé à conspirer à nouveau. Cette fois, elle a approché Einar Cleaning, surnommé Buttered Bread, le neveu de son mari. Elle l'a convaincu qu'il avait une meilleure revendication au titre de Jarl et qu'il devrait tuer Avar. En récompense, elle épouserait Einar et ferait de lui le Jarl des Orcades. Einar a accepté. Avar a été tué lors de la bataille de Havartsteiger près de Stennes. Les détails exacts de sa mort ne sont pas connus, mais ce qui est certain, c'est qu'il est mort de manière violente, trahi probablement par quelqu'un en qui il avait confiance. Ragnhild avait maintenant orchestré la mort de 2 maris, et elle n'avait pas encore terminé. Einar Buttered Bread pensait peut-être qu'il allait épouser Ragnhild et devenir Jarl des Orcades comme promis. Il avait tué pour elle, trahi son oncle, versé le sang de sa propre famille. Mais Ragnhild avait d'autres plans. Avant même que son second mari ne soit froid dans sa tombe, elle avait fait une promesse similaire à un autre homme, Einar Hardmouth, surnommé Hardjaw, un autre neveu de Avar et cousin d'Einar Buttered Bread. Elle a dit à Einar Hardmouth qu'il avait une meilleure revendication que son cousin, que s'il tuait Einar Buttered Bread, elle l'épouserait et ferait de lui le Jarl. Einar Hardmouth a accepté. Il a attaqué et tué son cousin Einar Buttered Bread. Le sang coulait dans les familles des Orcades, cousin tuant cousin, frère tuant frère, oncle tuant neveu. La malédiction du fratricide que les sagas vikings redoutaient tant était en pleine action. Mais Ragnhild n'a pas épousé Einar Hardmouth non plus. Au lieu de cela, elle a jeté son dévolu sur Liot, le 4e fils de Thorfinn Tête Fendue. Liot était différent de ses prédécesseurs. Il était, comme le disait la saga, un fils digne du vieux Tête Fendue. C'était un homme à ne pas provoquer, ni par Ragnhild, ni par quiconque. Il a écouté Ragnhild. Il est devenu Jarl des Orcades et a épousé Ragnhild. Mais contrairement aux autres, Liot était le maître, pas Ragnhild. Quand Einar Hardmouth a tenté de prendre le titre de Jarl et Ragnhild pour lui-même, Liot l'a fait exécuter sans hésitation. La saga décrit Liot comme un excellent leader, suggérant qu'après des années de chaos et de trahison, les Orcades avaient enfin un dirigeant fort et capable. Ragnhild, pour sa part, est restée aux côtés de Liot. Peut-être avait-elle enfin trouvé un homme qu'elle ne pouvait ni manipuler ni contrôler, et paradoxalement, cela l'avait satisfaite. Ou peut-être a-t-elle simplement compris qu'essayer de trahir Liot mènerait à sa propre mort certaine. Mais le règne de Liot allait faire face à des défis externes. Son frère Scully, le 5e fils de Thorfinn, représentait une menace encore plus grande que les machinations de Ragnhild. Scully a navigué vers l'Écosse, où il a cultivé des soutiens parmi les Scots. Le roi d'Écosse lui a donné le titre de Jarl des Orcades, mais Scully n'a jamais réussi à prendre le contrôle des îles. Avec une grande armée de guerriers écossais, Scully est retourné aux Orcades pour affronter son frère. La bataille entre Liot et Scully s'est déroulée dans les Dales de Caithness, sur le continent écossais. C'était une guerre fratricide, le pire cauchemar de toute famille viking. Les sagas disent que Liot s'est battu comme un héros, repoussant son frère et les forces écossaises. Scully a été tué au combat, mais la victoire avait un prix terrible. Liot avait subi des blessures graves pendant la bataille. Les détails précis de ces blessures ne sont pas enregistrés, mais il était clair qu'elles étaient mortelles. Jot est retourné aux Orcades, probablement porté par ses hommes, sachant qu'il n'avait plus longtemps à vivre.
Il est mort peu après de ses blessures, rejoignant ses frères dans la mort. En l'espace de quelques décennies, 4 des 5 fils de Thorfinn Tête Fendue étaient morts de mort violente. Un seul restait, Hlodvir. Hlodvir était le 3e fils de Thorfinn. Contrairement à ses frères, il avait fait le choix sage de se tenir à l'écart de Ragnhild Eriksdotter. Il n'a pas cherché à l'épouser, ne l'a pas courtisée et ne s'est pas laissé prendre dans sa toile. Au lieu de cela, Hlodvir a épousé Eithne, une fille d'un roi irlandais. Ce mariage a renforcé les liens des Orcades avec l'Irlande et a donné à Hlodvir une légitimité indépendante de la lignée d'Éric Blodax. Après l'ascension de Hlodvir au pouvoir, aucune autre mention n'est faite de Ragnhild dans les chroniques. Elle a simplement disparu des archives historiques. Certains pensent qu'elle a perdu toute influence aux Orcades après que Llyod soit mort et que Hlodvir ait pris le pouvoir. D'autres suggèrent qu'elle est morte elle-même, peut-être de maladie, peut-être de vieillesse, peut-être assassinée par quelqu'un qui voulait enfin mettre fin à son influence malveillante. Personne ne sait avec certitude. Ce qui est certain, c'est que sa disparition a marqué la fin d'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire des Orcades. Hlodvir a régné bien et longtemps. Il est mort paisiblement dans son lit, comme son père Thorfinn avant lui, et a été enterré à Ham, en Caithness. Il a été succédé par son fils Sigurd, qui deviendrait Sigurd le Puissant, un des jarls les plus célèbres de l'histoire des Orcades. La dynastie établie par Thorf Einar le Borgne, poursuivie par Thorfinn Tête Fendue, continuait. Mais qu'en est-il de Thorfinn lui-même? Comment devons-nous nous souvenir de cet homme au surnom si terrifiant? Les historiens modernes sont divisés. Les sagas vikings, écrites 2 siècles après les événements qu'elles décrivent, doivent être traitées avec prudence. Elles mélangent légende et histoire, créant des récits dramatiques qui servent autant à divertir qu'à informer. L'historien William Thomson a conclu qu'il n'y a aucune raison réelle de faire confiance aux détails de cette histoire sanglante concernant les enfants de Thorfinn. Thomson suggère que l'auteur de la saga avait des intentions spécifiques. Le thème récurrent du règne conjoint des Jarls, qui était intrinsèquement instable et se terminait généralement par la violence, est un motif central de l'Orkneyinga saga. L'auteur met l'accent sur la malédiction du fratricide, un thème qui culmine avec le martyre de Saint Magnus vers 1115. Dans ce contexte, Ragnhild n'était peut-être pas tant la cause des problèmes des fils de Thorfinn que le prix pour le vainqueur. La connexion avec Éric Blodax peut également avoir été établie pour illustrer l'influence continue des familles dirigeantes norvégiennes dans les affaires des Orcades, une influence qui a diminué vers la fin du Xe siècle quand les expéditions scandinaves ont commencé à contourner les Orcades pour se diriger vers l'Angleterre, permettant aux Jarls une plus grande marge de manœuvre pour une action indépendante. Il n'existe aucun récit historique ou légendaire qui attribue des actes héroïques ou sanguinaires spécifiques à Thorfinn lui-même. C'est déconcertant pour un homme avec un tel surnom. Certains historiens ont noté que les Vikings n'étaient pas sans sens de l'humour dans les surnoms qu'ils donnaient. Il y avait Thorfinn le Court qui était en fait très grand. Il est donc possible que Thorfinn Tête Fendue ait été ainsi nommé par ironie, qu'il ait été un homme doux qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mais cette interprétation semble peu probable quand on considère le contexte. Thorfinn a vécu à l'ère viking, une période de violence extrême et de conquête constante. Il était le fils de Thorf Einar, qui avait sacrifié un prince royal à Odin. Il a servi sous Éric Blodax, un des hommes les plus violents de son époque. Il a établi une dynastie qui a régné sur les Orcades pendant des siècles par la force des armes. Un homme doux n'aurait jamais survécu dans ce monde, encore moins prospéré. Plus probable est que Thorfinn a gagné son surnom par des actes de violence réels et terrifiants, mais que ces actes spécifiques n'ont pas été enregistrés ou ont été perdus avec le temps. Les sagas se concentrent sur les événements dramatiques de ses descendants, laissant Thorfinn lui-même dans une obscurité relative. Nous savons qu'il a régné longtemps et bien, qu'il a établi la stabilité dans un monde chaotique et qu'il est mort paisiblement entouré de sa famille. Pour un guerrier viking, c'était peut-être la plus grande victoire de toutes. L'héritage de Thorfinn Tête Fendue ne réside pas dans les batailles qu'il a menées ou les ennemis qu'il a vaincus. Il réside dans la dynastie qu'il a laissée derrière lui et dans le chaos que cette dynastie a engendré après sa mort. Les fils de Thorfinn se sont entretués dans une spirale de violence alimentée par l'ambition, la jalousie et la manipulation. 4 frères sont morts de mort violente. Des cousins ont assassiné des cousins. Le sang de Thorfinn a été versé par d'autres porteurs du même sang.
Cette violence fratricide n'était pas unique aux fils de Thorfinn. Elle était endémique à la culture viking, où le pouvoir se prenait par la force et où les liens familiaux pouvaient être un atout ou une malédiction. Mais l'ampleur et la durée du conflit parmi les descendants de Thorfinn étaient remarquables même pour l'époque. Les sagas présentent ces événements comme un conte moral sur les dangers du fratricide et de l'ambition démesurée. Ragnhild Eriksdotter, qu'elle ait été la manipulatrice que décrivent les sagas ou simplement une femme cherchant à survivre dans un monde d'hommes violents, est devenue le symbole de cette période sanglante. Elle a épousé 3 frères successivement, orchestrant probablement la mort des 2 premiers. Elle a manipulé des neveux et des cousins, les dressant les uns contre les autres. Quand elle a finalement disparu des chroniques, les Orcades ont pu enfin trouver une certaine paix. Mais était-ce vraiment la faute de Ragnhild? Ou était-ce simplement la nature de l'époque, où le pouvoir était constamment contesté et où chaque transition de pouvoir risquait de déclencher une guerre civile? Les historiens continuent de débattre de ces questions. Ce qui est certain, c'est que la période qui a suivi la mort de Thorfinn Tête-Fendue a été une des plus tumultueuses de l'histoire des Orcades. Pour comprendre pleinement l'histoire de Thorfinn et de ses descendants, il faut comprendre le monde dans lequel ils vivaient. Les îles Orcades étaient situées à un carrefour stratégique crucial. Au nord se trouvait la Norvège, la terre-mère des Vikings. Au sud, l'Écosse et l'Angleterre, riches en terre et en butin. À l'ouest, l'Irlande et les Hébrides, où les Vikings avaient établi des royaumes et des colonies. Les Orcades contrôlaient les routes maritimes entre tous ces territoires. Le Jarl des Orcades n'était pas un simple chef local. Il était un acteur majeur dans la politique de la mer du Nord. Il devait naviguer entre des allégeances complexes et souvent contradictoires. Officiellement, il devait allégeance au roi de Norvège. Mais il possédait également des terres en Caithness et en Sutherland sur le continent écossais, ce qui le plaçait sous l'autorité du roi d'Écosse pour ses territoires. Cette double allégeance créait des tensions constantes et des opportunités pour jouer un camp contre l'autre. Les Jarls des Orcades menaient régulièrement des raids contre l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre. Ces raids n'étaient pas simplement des actes de piraterie aléatoires. Ils étaient des opérations militaires calculées visant à acquérir des richesses, des esclaves et du prestige. Un jarl qui ne menait pas de raid réussi risquait de perdre le respect de ses guerriers et de ses sujets. Dans la culture viking, la réputation se gagnait par les exploits militaires. Mais les jarls devaient également être des administrateurs compétents. Ils devaient gérer les fermes et les pêcheries qui nourrissaient leur peuple. Ils devaient arbitrer les disputes et maintenir l'ordre. Ils devaient collecter les taxes et les tributs. C'était un équilibre délicat entre le guerrier et l'administrateur, entre la violence et la gouvernance. Ceux qui réussissaient dans les 2 domaines, comme Thorfinn et plus tard Hlodvir, pouvaient régner longtemps et établir des dynasties durables. La religion jouait également un rôle crucial. Pendant la majeure partie du règne de Thorfinn, les Orcades étaient encore païennes, adorant les anciens dieux nordiques comme Odin, Thor et Freya. Les sacrifices humains n'étaient pas rares, comme le montre le sacrifice de Halfdan Longlegs par Thorf Einar. Mais le christianisme s'étendait progressivement dans le monde nordique, apporté par les missionnaires et adopté par les rois qui voyaient des avantages politiques dans la nouvelle foi. La christianisation des Orcades a été un processus graduel et souvent violent. Selon la saga Orkneyinga, les îles ont été christianisées par le roi Olaf Tryggvason en 995, environ 30 ans après la mort de Thorfinn. Le roi aurait convoqué le Jarl Sigurd le Puissant et lui aurait dit « J'ordonne que vous et tous vos sujets soyez baptisés. Si vous refusez, je vous ferai tuer sur place et je jure que je ravagerai chaque île par le feu et l'acier. » Sigurd a accepté et les îles sont devenues chrétiennes. Mais les anciennes croyances ont persisté pendant des générations, se mélangeant au christianisme dans un syncrétisme complexe. Thorfinn Tête-Fendue a été enterré à Howe of Oxa, sur South Ronaldsay. Le site, un ancien broche pictique, est devenu un lieu de sépulture royale pour la dynastie qu'il avait fondée. Ces broches étaient des tours de pierre ronde, construites par les Pictes, le peuple qui habitait les Orcades avant l'arrivée des Vikings. En choisissant ce site pour la sépulture de Thorfinn, sa famille affirmait peut-être une continuité avec les anciens dirigeants des îles, légitimant ainsi leur propre règne. Les archéologues modernes ont étudié Howe of Oxa et d'autres sites vikings aux Orcades. Ces fouilles ont révélé un monde riche et complexe, bien plus nuancé que les sagas sanglantes ne le suggèrent. Les Vikings des Orcades n'étaient pas simplement des pillards brutaux, ils étaient des fermiers et des pêcheurs.
des artisans et des commerçants. Ils produisaient des bijoux magnifiques, des armes finement forgées et des navires qui étaient des merveilles d'ingénierie. Les femmes vikings jouaient des rôles plus importants que dans de nombreuses autres sociétés médiévales. Elles pouvaient posséder des propriétés, demander le divorce, et dans certains cas, diriger en l'absence de leur mari. Ragnhild Eriksdottir, malgré sa réputation sombre, était peut-être simplement une femme exerçant le type de pouvoir politique que les hommes exerçaient couramment, mais qui était jugé scandaleux chez une femme. La langue des Vikings a laissé une empreinte profonde sur les Orcades. Des centaines de noms de lieux dans les îles sont d'origine norroise, noms se terminant en ster, bister, wick, ei, tous dérivés du vieux norrois. Les dialectes locaux des Orcades ont conservé des mots et des structures grammaticales nordiques jusqu'au XXe siècle. C'est un témoignage vivant de l'influence durable des Vikings sur ces îles. La mémoire de Thorfinn, tête fendue, a également survécu dans la culture populaire moderne. Une brasserie des Orcades a nommé une de ses bières les plus célèbres, Skull Splitter, en son honneur. C'est une bière forte et robuste, digne du nom qu'elle porte. Des milliers de touristes visitent les Orcades chaque année, marchant sur les mêmes terres que Thorfinn a foulées il y a plus d'un millénaire. Les ruines des broches pictes, les églises médiévales construites par les descendants de Thorfinn, les pierres runiques gravées en vieux norrois, tous ces vestiges témoignent d'une époque où les îles Orcades étaient le cœur d'un empire maritime nordique. La dynastie fondée par Thorf Einar et consolidée par Thorfinn Tête Fendue a duré des siècles. Le fils de Hlodvir, Sigurd le Puissant, a étendu le pouvoir des Orcades encore plus loin. Il contrôlait non seulement les Orcades et les Shetland, mais aussi de vastes territoires en Écosse et dans les Hébrides. Il est mort à la bataille de Clontarf en Irlande en 1014, la première mention contemporaine confirmée du Jarl des Orcades dans les annales irlandaises. Les fils de Sigurd, Brusi, Sumarlidi, Einar et Thorfinn, qui porteraient le surnom le Puissant ou le Noir, ont continué la tradition de règne conjoint et de conflits fratricides. Mais avec le temps, le pouvoir des Jarls des Orcades a décliné. Les rois de Norvège affirmaient de plus en plus leur autorité directe sur les îles. Les rois d'Écosse cherchaient également à étendre leur contrôle vers le nord. En 1231, la lignée des Jarls nordiques s'est terminée avec le meurtre de John Haraldsson à Thurso. Après sa mort, les Orcades sont passées sous le contrôle de dynasties écossaises, bien qu'elles soient restées formellement sujettes de la Norvège. En 1468, les Orcades et les Shetland ont été gagés par Christian Ier en sa qualité de roi de Norvège, comme garantie contre le paiement de la dot de sa fille Margaret, fiancée à Jacques III d'Écosse. L'argent n'a jamais été payé et les Orcades ont été absorbés par le royaume d'Écosse en 1472. Ainsi s'est terminée l'ère viking dans les Orcades, près de 600 ans après que les premiers raiders nordiques n'aient débarqué sur ces rivages rocailleux. La dynastie établie par Thorf Einar et Thorfinn avait duré près de 5 siècles, un témoignage remarquable de leur pouvoir et de leur influence. Peu de familles, dans l'histoire médiévale européenne, peuvent se vanter d'une telle longévité. Alors, comment devons-nous nous souvenir de Thorfinn Tête Fendue? Était-il un tyran brutal qui a gagné son surnom en fendant les crânes de ses ennemis avec une joie sadique? Était-il un dirigeant compétent qui a apporté la stabilité aux Orcades après des décennies de chaos? Était-il simplement un homme de son temps, pas meilleur ni pire que les autres jarls et rois de l'ère viking? La vérité est probablement un mélange de tous ces éléments. Thorfinn vivait dans un monde où la violence était la norme, où le pouvoir se prenait par la force et où la pitié était vue comme une faiblesse. Dans ce monde, un surnom comme Tête Fendue n'était pas un stigmate mais un badge d'honneur. Il signalait aux ennemis potentiels que cet homme n'était pas à prendre à la légère. Il inspirait la loyauté chez les guerriers qui cherchaient un chef fort. Il maintenait l'ordre par la peur autant que par le respect. Mais Thorfinn était aussi capable de gouvernance à long terme. Il n'était pas simplement un pillard ou un tueur. Il a établi une dynastie qui a duré des siècles. Il a maintenu les alliances avec la Norvège et l'Écosse. Il a marié ses enfants stratégiquement pour renforcer sa position. Il a vécu jusqu'à un âge avancé et est mort dans son lit, entouré de sa famille. Ce ne sont pas les accomplissements d'un simple brute. Le chaos qui a suivi sa mort n'était pas de sa faute. Il ne pouvait pas prévoir que sa belle-fille Ragnhild deviendrait une manipulatrice meurtrière ou que ses fils s'entretueraient dans une spirale de violence fratricide. Ces tragédies étaient le produit de forces plus grandes, la culture viking du pouvoir et de la violence, les ambitions d'individus sans scrupules
et les tensions inhérentes au système de succession partagée. Dans les sagas, Thorfinn apparaît brièvement, presque comme une figure de fond, dans le drame plus large de l'histoire des Orcades. Il établit la scène, mais ce sont ses descendants qui jouent les rôles principaux. C'est peut-être approprié. Les grandes figures historiques ne sont souvent pas les plus dramatiques ou les plus colorées. Ce sont celles qui établissent les fondations sur lesquelles d'autres construisent, pour le meilleur ou pour le pire. Une des découvertes les plus fascinantes de l'histoire moderne est l'impact génétique durable des Vikings dans les régions qu'ils ont colonisées. Des études d'ADN des populations modernes des Orcades montrent une forte composante nordique. Les descendants de Thorfinn et de ses contemporains vivent toujours dans ces îles, portant dans leurs gènes la mémoire de cette époque lointaine. De nombreuses personnes revendiquent une descendance de Thorfinn tête fendue. Sur Internet, on trouve des arbres généalogiques qui remontent à travers les siècles pour connecter des individus modernes à ce jarl du 10e siècle. Certaines de ces revendications sont mieux documentées que d'autres, mais le désir de se connecter à une telle figure historique est compréhensible. Il y a quelque chose d'attrayant dans l'idée d'avoir un ancêtre viking, surtout un avec un surnom aussi mémorable que tête fendue. La vérité est que si Thorfinn a des descendants vivants aujourd'hui, et statistiquement c'est très probable, alors il en a probablement des millions. Après plus de 1000 ans et environ 40 générations, les descendants d'une seule personne peuvent se répandre exponentiellement à travers une population. Les mathématiques de l'hérédité suggèrent que presque toute personne d'ascendance européenne pourrait avoir au moins un ancêtre de l'ère viking. Nous sommes tous, dans un sens, les descendants de Thorfinn tête fendue et de ses contemporains. Qu'est-ce que l'histoire de Thorfinn tête fendue et de sa dynastie peut nous apprendre aujourd'hui? Plusieurs thèmes ressortent. Le premier est le danger du pouvoir partagé sans règles de succession claires. La tradition viking du règne conjoint entre frères semblait juste sur le papier, mais elle créait inévitablement des conflits. Quand plusieurs hommes avaient des revendications égales au pouvoir, la violence devenait souvent le moyen de résoudre les disputes. Le deuxième thème est le rôle des femmes dans la politique médiévale. Ragnhild Eriksdottir, que les sagas dépeignent comme une manipulatrice, était peut-être simplement une femme cherchant à exercer un pouvoir dans un monde qui ne lui en donnait formellement aucun. Les femmes vikings avaient plus de droits que dans de nombreuses autres sociétés médiévales, mais elles étaient toujours largement exclues du pouvoir politique direct. Ragnhild a trouvé d'autres moyens d'exercer son influence, et les chroniqueurs masculins de l'époque l'ont condamnée pour cela. Le troisième thème est la continuité à travers le changement. Malgré toute la violence et le chaos, la dynastie de Thorfeinar et Thorfinn a perduré pendant des siècles. Les structures qu'ils ont établies, le système féodal, les alliances avec la Norvège et l'Écosse, le contrôle des routes maritimes, ont survécu aux individus. Les institutions peuvent être plus durables que les personnes, pour le meilleur ou pour le pire. Enfin, l'histoire de Thorfinn nous rappelle que l'histoire est écrite par ceux qui survivent pour raconter l'histoire. Nous ne connaissons Thorfinn que par les sagas écrites 2 siècles après sa mort. Ces sagas avaient leurs propres agendas, leurs propres biais, leurs propres objectifs narratifs. Elles ne sont pas de simples enregistrements factuels, mais des œuvres littéraires qui mélangent l'histoire et la légende. La vraie histoire de Thorfinn tête fendue est perdue à jamais, enterrée avec lui à Hall of Oxa il y a plus de 1000 ans. Thorfinn tête fendue reste une énigme. Nous connaissons les faits basiques de sa vie. Il était le plus jeune fils de Thorfeinar. Il a servi sous Eric Blodax. Il est devenu le seul jarl des Orcades après la mort de ses frères. Il a régné pendant environ 27 ans. Il a eu 5 fils et au moins 2 filles. Et il est mort paisiblement dans son lit vers 963. Nous savons que sa dynastie a continué pendant des siècles après sa mort. Nous savons qu'il portait le surnom terrifiant de tête fendue. Mais nous ne savons pas comment il a vraiment gagné ce surnom. Nous ne connaissons pas sa personnalité, ses espoirs, ses peurs. Nous ne savons pas s'il était un homme brutal ou un dirigeant juste, un tyran ou un héros. Les sagas qui ont préservé sa mémoire sont frustrantes dans leur brièveté et leur manque de détails. Thorfinn apparaît, établit sa dynastie et disparaît, laissant ses descendants dominer le récit. Peut-être que c'est approprié. Thorfinn vivait dans une époque de transition entre le premier âge des raids vikings et l'époque plus stable des royaumes vikings établis. Il était un pont entre son père Thorf-Einar, qui avait conquis les Orcades par la force, et ses descendants qui gouverneraient comme des jarls héréditaires pendant des siècles. Il représente le moment où les Vikings sont passés de pirates à dirigeants, de raiders à rois.
Son surnom, Tête fendue, Skull Splitter, évoque la violence de l'ère viking. Mais sa vie, un règne long et stable se terminant par une mort paisible, suggère quelque chose de plus nuancé. Thorfinn était un homme de son temps, capable de la violence quand nécessaire, mais aussi capable de gouvernance et de diplomatie. Il a navigué dans les eaux dangereuses de la politique nordique, maintenant son pouvoir contre les menaces externes et internes. Les îles Orcades portent toujours les marques de Thorfinn et de sa dynastie, les noms de lieux nordiques, les sites archéologiques, les traditions orales qui ont été transmises à travers les générations. Une bière porte son nom. Des touristes visitent sa tombe supposée. Des historiens débattent de son héritage. Plus de 1000 ans après sa mort, Thorfinn Tête fendue n'est pas oublié. Et peut-être que c'est la vraie terreur qu'il représente. Pas la violence qu'il a peut-être commise de son vivant, mais le fait qu'il a créé quelque chose qui a perduré bien au-delà de sa propre existence. Sa dynastie a régné pendant des siècles. Ses descendants vivent probablement encore aujourd'hui. Son nom est toujours prononcé avec un mélange de fascination et de crainte. Dans une culture qui valorisait la renommée après la mort par-dessus tout, Thorfinn Tête fendue a réussi. Il a atteint l'immortalité que tout guerrier viking cherchait. Pas dans les halls de Valhalla, mais dans la mémoire collective de l'histoire humaine. C'est l'histoire de Thorfinn Tête fendue, le Jarl, qui régnait sur les Orcades avec terreur, ou du moins, c'est ce que son surnom suggère. La vérité de sa vie reste enveloppée dans les brumes du temps et la complexité des sagas médiévales. Mais peut-être que c'est mieux ainsi. Les légendes ont toujours plus de pouvoir que les faits. Et Thorfinn Tête fendue, qu'il ait été un monstre ou un héros, un tyran ou un sage dirigeant, est devenu une légende qui perdurera tant que les gens raconteront des histoires sur l'ère viking et les hommes qui ont conquis les mers du Nord avec leurs épées et leurs navires.